qu'est-ce que ça me plaît de partager avec le monde ce qui vaut le coup d'être lu, regardez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis dans mon premier jour de vacances, ça me fait un peu du bien de souffler. Et j'en profite pour vous filmer cette vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Donc je vais vous présenter mon bilan culturel d'octobre, donc tout ce que j'ai consommé culturellement. Pendant que je vous présente les premiers livres que j'ai lus pendant octobre, j'aimerais beaucoup que vous me recommandiez vous vos coups de cœur de ce mois-ci, de ces récents moments. Voilà, sans plus tarder, commençons. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un roman. C'est un de mes romans préférés. Je suis assez difficile en fait en lecture, notamment dans les classiques. Bon, je sais pas si on peut considérer La vie devant soi de Romain Gary comme un classique. Mais ce livre, je l'ai relu pour la 4e fois en octobre. Dans une de mes matières, on doit choisir un livre pour faire notre dossier dessus. Donc en gros, je vais étudier la représentation de la parole intérieure dans le roman de mon choix. Donc moi j'ai choisi La vie devant soi. Et ainsi, j'ai dû relire ce roman que j'adore. Donc oui, il est rafistolé de partout, ça fait vraiment pitié, je suis désolée. Donc ce roman, c'est l'histoire d'un enfant arabe qui s'appelle Momo, qui a été recueilli assez jeune chez une ancienne prostituée qui s'appelle Madame Rosa. Donc qui tient une sorte de garderie d'enfants de prostituées. La manière dont c'est écrit, c'est vraiment ce qui tient tout le roman, je trouve, enfin à mon sens. C'est vraiment une écriture très particulière et je pense que c'est soit irritant et on n'aime pas du tout, soit c'est quelque chose avec lequel on accroche vachement. Le livre est raconté par l'enfant, donc Momo, qui s'appelle Mohamed en fait. C'est le narrateur, on est presque plongé dans ses pensées. Et il raconte l'histoire mais sans forcer le pathétique. En fait, on va avoir de la peine pour lui, mais pas parce qu'il va l'écrire à la façon, je sais pas trop, des Misérables, mais plus parce que c'est touchant, sa manière de parler, il a un parler oral, naïf, très marrant, enfin vraiment on rigole pas mal avec ce livre et c'était un plaisir de le relire encore une fois. Je pense que ça vaut le coup d'œil, je vais vous lire un extrait. Il y a un copain, le Clodo, on l'appelle, qui s'est fait renverser comme ça en jouant au con et il a eu droit à 3 mois de soins à l'hôpital, alors qu'à la maison, s'il avait perdu une jambe, son père l'aurait envoyé la chercher. I mean that's funny. Tout le livre c'est un peu ça. C'est beaucoup d'ironie de la part de l'auteur, donc Romain Gary, qui a écrit ce livre sous un pseudo. Donc la petite histoire, à la fin de sa carrière en gros, il en avait un peu marre d'être traité de gaulliste, donc un peu de vieux conservateur quoi. Et ce livre, à mon sens, c'est un peu l'expression de, je sais pas, d'un renouveau, une innovation, un jeu avec la langue. C'est un livre qui traite notamment des thèmes de l'euthanasie, de la prostitution, de l'enfance, des drogues, mais avec un ton toujours très léger en fait. C'est vraiment pas du tout lourd. J'ai acheté cet été Le vieil homme et son chat, non plus peur des chiens. Donc c'est un livre que j'ai un peu acheté par hasard, un roman graphique qui est super mimi. Genre les dessins sont assez épurés, j'allais dire le coloriage mais enfin la peinture, c'est des jolies couleurs pastel. Je sais pas si vraiment une histoire, c'est plus on suit au fil des saisons un maître et son chat avec des petites anecdotes, plusieurs personnages. C'est une lecture qui est très apaisante en fait. T'es directement plongé dans ce petit village du Japon et les dialogues sont mimi, enfin voilà. C'est clairement un livre que je relirais genre avant de m'endormir, pour faire des beaux rêves. Sur les romans graphiques, j'ai relu Banana Girl, donc je l'avais prêté. Je l'ai récupéré et j'ai dû lire au total 3 fois je pense. Banana Girl, c'est un livre de Kay Lam qui raconte son enfance, enfin son arrivée en France à l'âge de 6 ans. Son père était peintre en France et avec sa mère, elles sont venues lui rendre visite au début à la fin des vacances scolaires. Et en fait, elles sont restées. Donc elle raconte l'intégration de sa famille chinoise en France. Elle parle de l'ambivalence d'avoir une double culture, mais surtout, les dessins, encore une fois, sont trop beaux. Pour moi, le style des dessins et les couleurs et ce que tu vas montrer dans un livre, c'est aussi important que l'histoire quand c'est un roman graphique. Elle présente plusieurs anecdotes de son enfance avec de nombreux thèmes assez variés et c'est pas chronologique. À un moment par exemple elle parle de la rencontre de ses parents ou de la Chine maoïste. On a son intégration à l'école avec les remarques racistes de ses camarades. On a des réflexions sur la manière de représenter les personnages asiatiques en général, asiatiques de l'Est. Donc là par exemple, j'ai mis un petit post-it, elle parle de la représentation des yeux bridés dans les dessins. Et notamment, cette BD, vous connaissez peut-être. C'est un livre très intéressant, très important, c'est une lecture que je recommande. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai découvert dans le cadre de mes cours. Donc je suis à la fac maintenant. Et j'ai pas mal de cours assez différents en lettres, donc je vous ai pas présenté tous les livres que j'ai lus dans le cadre des cours parce que vraiment... Mais dans un de mes cours, mon préféré, on étudie La chambre claire de Roland Barthes. Roland Barthes, si ça vous dit rien, c'est un théoricien en fait de la littérature. Il a écrit quelques livres, beaucoup de livres d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte. Dans La chambre claire, il cherche l'essence de l'art.
photographie donc, mais avec son approche particulière. Il cherche à partir de sa subjectivité. En gros, il cherche à théoriser l'affect. En fait, toute son entreprise peut être résumée à une phrase qui dit j'ai toujours aimé argumenter mes humeurs. C'est vraiment ça. Pendant le livre, il va se rendre compte qu'il y a un lien fondamental entre la mort et la photographie. Et c'est ouf, dans la photo, t'as le réel au passé. Ça a forcément existé puisque c'est pris en photo. Et je sais pas, genre moi ça m'a trop marqué. Tu vois la photo d'une personne et tu sais que cette personne est morte ou qu'elle va mourir. On a dans une photo le réel qui va mourir. Et bref, moi ça m'a un peu retourné. Et c'est pour ça que je vous recommande cette lecture parce que c'est à la fois très littéraire, à la fois très philosophique. C'est un livre assez ardu. J'ai conscience que ça va pas appâter tout le monde ici. Moi-même je l'aurais pas du tout, je serais pas du tout allée vers ce livre naturellement, clairement. Ma prof me dispense des cours qui sont vraiment fascinants sur ce livre. Enfin, je suis vraiment en admiration devant cette personne. En classe on fait des explications de texte donc évidemment ça facilite la compréhension de ce livre. Mon explication de texte qui m'a été attribuée c'est sur désir, érotisme et pornographie dans la chambre claire. J'ai vachement hâte de faire cet exposé. Je tenais à mentionner ça quand même parce que c'est très riche, c'est très dense et moi j'en retire que ce qui m'intéresse le plus, donc l'aspect sur la mort. Le journal de deuil du coup c'est une lecture que j'ai faite grâce à la médiathèque, merci la médiathèque. C'est une lecture que j'ai faite selon les recommandations de ma prof pour mieux comprendre la chambre claire et ça se lit très très vite, vraiment, je sais pas, 1 heure, c'est plié. C'est plié. Pour lui la mort de sa mère elle a vraiment déchiré quelque chose, elle a coupé et sa seule manière d'écrire maintenant c'est par fragments, par petites phrases. En gros, il vit la mort un peu comme un traumatisme. Il vieillit, son moi se transforme, mais parfois, il se retrouve dans un moi du passé qui souffre de la mort de sa mère de nouveau, comme si c'était frappé de plein fouet, genre... Enfin bref, j'ai trop du mal à décrire cette lecture, mais si vous avez envie de vous essayer à des lectures un peu sérieuses, moi c'est ce que j'ai lu ce mois-ci. Pour passer aux séries, je regarde énormément. J'ai choisi de vous parler seulement de 2 séries, parce qu'il y en a une qui me fait parler de 3 séries. La première série dont je vais vous parler c'est The Good Place, c'est trop bien. La saison 3 est disponible en ce moment et c'est ce que je regarde du coup. Le concept est super cool, enfin l'idée de base, l'intrigue est vachement intéressante, je sais pas. Pour ne spoiler personne, pas de panique. Le premier épisode c'est Eleanor qui meurt dans des circonstances absolument ridicules et qui se retrouve donc dans The Good Place. Donc c'est l'équivalent du paradis si on enlève... toute la dimension religieuse, c'est plus ou moins ça. Et donc elle se retrouve in the good place, mais elle sait très bien qu'elle est pas censée être là. C'est une très mauvaise personne, elle a été confondue en fait, et il faut qu'elle reste dans cet endroit parce que the bad place c'est l'enfer si vous voulez, mais c'est... On n'a pas d'image mais on s'imagine les pires horreurs qu'il peut y avoir là-bas, genre je sais plus quoi, de la torture. Voilà, c'est le pitch de début et c'est une série qui est extrêmement bien construite. Les dialogues sont très drôle, les personnages sont hyper attachants, vraiment. C'est une série que j'adore et que je vous recommande à fond. Parfois, peut-être on peut considérer qu'il y a un peu de flottement ou un manque d'originalité, je sais pas, mais moi, je suis fan. La deuxième série dont je voudrais vous parler, c'est Hilda. Personnellement, j'adore les séries d'animation, tout ce qui est film d'animation. Je pense que ce qui me plaît dans les BD romans graphiques, ça tient un peu de la même chose que ce qui me plaît dans les films d'animation. Pour moi, il y a cet aspect créatif en plus qu'il n'y a pas quand c'est des acteurs genre faits de chair et d'os. Et j'ai du mal à l'expliquer, mais il y a une dimension un peu plus magique pour moi quand c'est en animation. Et donc Hilda, c'est une série qui est basée sur des BD. Donc un homme qui s'appelle Luke Pearson, si je dis pas de bêtises. Et c'est adorable. L'histoire, encore une fois, c'est l'histoire d'une fille qui doit avoir, je sais pas trop, 12-13 ans, qui vit dans les bois avec sa mère et c'est un peu l'univers de Gravity Falls ou de Over the Garden Wall, si vous connaissez. Je vous recommande. Un univers où il y a des créatures magiques, des trolls, des elfes, des petits trucs qui parlent, des animaux et tout. Et bon bref. Donc c'est l'histoire d'une fille qui vit dans la forêt avec sa mère depuis très longtemps. Et elles sont un peu forcées de déménager et de retourner en ville où Hilda n'a jamais vécu. Et donc on vit un peu l'accoutumance. Et c'est un petit peu une aventure par épisode. J'aime beaucoup le format. Vu que c'est une série évidemment faite pour les enfants, je sais pas, il y a un peu ce côté un peu moral où on a la sensation que chaque épisode incarne quelque chose à retenir, tu vois. Et un truc très très marquant dans cette série, c'est les personnages. Oh, les personnages sont vraiment trop mignons. C'est une série qui est assez dépourvue de stéréotypes de genre ou de stéréotypes tout
on a la protagoniste qui est une fille qui est extrêmement téméraire, qui n'a peur de rien, qui fait pas mal de bêtises, qui a ses casse-cous, et un petit garçon qui pleure, qui est fragile, qui a tout le temps peur. C'est rafraîchissant, vraiment. Moi, si j'avais un enfant, une petite cousine, un neveu, je le mettrais, un neveu à mon âge, je le mettrais direct devant Hilda parce que c'est... Oui, c'est important pour l'esthétique, l'animation, elle est aérienne, elle est dynamique. Je pense vraiment que si c'était un film genre de chair et d'os et tout, ça perdrait quelque chose, son côté poétique quoi, et l'univers est très cohérent. Mais un truc hyper important, donc je parlais des personnages, ils sont hyper bien incarnés. Et les personnages ont un accent britannique et je trouve ça absolument adorable. Il y a assez peu de séries que je regarde sur Netflix où les personnages sont britanniques quoi, où ont l'accent, vous savez, un petit peu rond et tout, et ça ajoute encore du charme je trouve à la série, puisque c'est un peu, c'est pas un village mais c'est une assez petite ville où il se passe des trucs un peu paranormaux et tout, et je sais pas, je trouve ça encore plus chou genre. Et si vous connaissez déjà Hilda, je vous conseille vachement de regarder Gravity Falls ou Over the Garden Wall, c'est une série que j'ai regardée juste après Hilda. Over the Garden Wall, c'est trop mignon. C'est encore une fois des personnages qui sont tellement vivants, tellement attachants, les dessins. Il y a dans Over the Garden Wall une dimension un petit peu plus d'horreur. Je pense pas que le public de Hilda et Over the Garden Wall soit exactement le même, parce que c'est un peu effrayant parfois. Over the Garden Wall, c'est en une seule saison. Encore une fois, c'est une série très bien construite, le scénario trop bien, il y a des petits rebondissements. Et une autre série peut-être à vous recommander qui serait dans la même fibre, c'est Steven Universe. Voilà, moi c'est genre toutes ces séries, je les aime profondément. Les séries d'animation, c'est vraiment ce qui m'apaise. Quand je me sens stressée et anxieuse et que j'arrive à rien faire, je me colle devant un dessin animé pour penser à autre chose. Et clairement, Steven Universe m'a énormément aidé à cheer the fuck up. Maintenant, je vais passer au youtubeur que j'ai beaucoup regardé. Je voudrais vous parler de Bilal Hassani. Bon, vous connaissez sûrement, hein, c'est vraiment le roi de YouTube. Mais j'avais jamais binge-watch ses vidéos. Et récemment, j'ai regardé ses vidéos. Mais vraiment, il est hilarant. Il m'a grave, genre, donné la pêche. Je trouve qu'il est très créatif dans ses vidéos, dans ses idées de vidéos notamment. Les vidéos que je vous recommande absolument d'aller voir, c'est celles sur ses phobies. J'avais mal aux joues, genre, j'en pouvais plus. Une de ses phobies chez genre Marie Le Pen, enfin bref. Genre, you have to come up with that. Même il y a pas du tout longtemps, il a fait une vidéo playlist au manoir de Paris, donc une sorte de maison hantée. Vraiment, déjà, faut venir avec l'idée et ensuite, il y a que lui pour faire ce genre de vidéo. Il a mais, un charisme, une prestance. Ensuite, une autre youtubeuse que j'ai énormément regardée récemment, c'est Catnip Illustrations. Donc c'est une artiste britannique, si je ne me trompe pas, britannique, qui fait beaucoup de vidéos studio vlog. Par exemple, comment elle fait une illustration, comment elle imprime des autocollants, des trucs comme ça. Elle a juste une présence calmante, elle est toute mimi, elle est... Genre quand je pense à elle, je pense à du rose, et c'est un petit nuage, juste c'est très agréable de regarder ça. Et donc dans ses vidéos, notamment, je sais pas moi, elle faisait des vidéos sur comment elle préparait des salons. J'ai beaucoup regardé ces vidéos quand je travaillais parce que c'est hyper inspirant, tu vois, de voir cette personne être productive et créer quelque chose, créer du contenu, fabriquer de l'art carrément. En fait, plus que le dessin, plus que son style qu'elle va créer, c'est vraiment sa présence et sa manière de présenter ses journées de travail qui m'intéresse et qui me... Finalement, pour les musiques, je savais pas trop si je voulais vous présenter des musiques parce que j'ai pas trop envie de lip sync, because I look stupid. Mais récemment, j'ai beaucoup écouté Marina and the Diamonds. C'est une chanteuse que je connais depuis très longtemps, mais récemment j'ai écouté en boucle ses albums. Et les musiques que j'ai le plus écoutées, je pense, c'est Teen Idol et Savages. J'ai aussi pas mal écouté Ryan Betty, donc c'est un style un peu plus calme, un peu moins pop que Marina and the Diamonds. Pour vous donner une idée, moi je marche beaucoup aux comparaisons, ce serait comme... c'est la voix en fait de Oli, le chanteur de Years and Years, enfin c'est pas sa voix mais je trouve que ça y ressemble. Et en même temps un petit peu de Rex Orange County. Rex Orange County c'est aussi un artiste que j'ai beaucoup écouté récemment. Mes chansons préférées de Ryan Betty c'est God in His Jeans, genre vraiment, ou God in Jean ou je sais pas quoi. Et Money, elles sont super cool. God is real. He was sleeping in my bed last night. We were naked with the radio on. Caught me good.
d'Aix-en-Roche-Conti puisque je le mentionne si vous avez envie. Si vous aimez un peu ce style, vraiment écoutez Never Enough, Sunflower et Loving Is Easy. C'est des musiques qui sont... C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce petit bilan culturel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vraiment vous êtes les plus mimis, toujours à me soutenir et ça me fait très plaisir. Et voilà, en espérant vous revoir bientôt, je vous souhaite une bonne journée.